Bonjour, bienvenue dans IDES, le balado de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, COMRAD, qui explore la place qu'occupent les droits économiques et sociaux dans les droits de la personne au Québec. Ce balado s'inscrit dans une série destinée à souligner le 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne. Malgré le tumulte engendré par le projet de loi 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, qui risque, s'il était adopté, de débalancer la place qu'occupe la Charte québécoise dans notre ordre juridique, il est important de marquer le 50e anniversaire de cette Charte distinctive du Québec en raison de la place qu'elle accorde aux droits économiques et sociaux. Je suis Christine Vézina, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Je suis chercheur principal de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, COMRAD, qui rallie des co-chercheurs des différentes universités québécoises ainsi que de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Colombie-Britannique, des partenaires institutionnels et de la société civile. L'objectif de COMRAD est de propulser les droits économiques et sociaux au Québec. À la différence de la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise contient un chapitre entier qui est dédié aux droits économiques et sociaux, le chapitre 4. C'est un trait distinctif qui lui est propre et qui demeure encore aujourd'hui sous-exploité tant par les tribunaux judiciaires et administratifs que par le législateur et les autorités gouvernementales. Plus précisément, dans le balado d'aujourd'hui, nous discuterons des droits économiques socio-culturels dans la Charte québécoise et des liens entre ces droits, la Charte et les lois qui sont destinées à les mettre en œuvre. D'abord, nous recevons la professeure Lucie Lamarche, professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM, co-chercheure de COMRAD, spécialiste reconnue, entre autres, en droit international des droits économiques et sociaux, droit de la protection sociale, droit du travail et droit des femmes. Elle est renommée pour ses nombreux engagements, tant dans sa posture d'enseignement que dans le milieu communautaire et dans celui de la recherche. Bonjour Lucie, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Bonjour Christine. Alors Lucie, d'abord, j'aimerais, avant d'entamer les discussions, j'aimerais te demander de nous expliquer d'où vient ton intérêt pour la Charte des droits et libertés de la personne. Pour la charte, je dirais oui. Pas dans une posture orpheline, toutefois. Je pense que j'ai toujours mis la charte en relation, par exemple, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est un intérêt interdépendant. Mais je suis membre du barreau depuis les années 70. Et je rappellerai aux auditeurs et auditrices du podcast que c'est cette décennie, c'est celle de l'émergence, de la consolidation de cet État-providence québécois, cet État social québécois dont on était si fiers. Et c'est dans cette trajectoire-là que l'adoption, la délibération d'abord, les discussions, puis l'adoption de la charte s'inscrivent. Donc, il y a un lien intime entre l'éclosion des législations sociales durant cette décennie des années 70 et la charte. Pourquoi? Parce que ça faisait absolument sens pour tout le monde de croire qu'un État social juste, en santé, inclusif, c'était un satané bon outil de lutte contre les discriminations. Mais encore fallait-il le dire que la discrimination était interdite et que les libertés fondamentales, qui sont aussi garanties par la Charte québécoise, elles devaient se comprendre dans une logique d'interdépendance avec la sécurité, la dignité, la sûreté humaine. Alors, ça vient un peu en paquet cadeau, les années 70, et il m'arrive de m'attrister qu'on ait un brin de désinvolture envers l'histoire, parce qu'on n'isolerait pas la Charte du Québec de cette époque-là. Merci, Lucie. Alors déjà, tu mets la table pour que l'on puisse envisager l'orientation des discussions d'aujourd'hui. Merci. Notre deuxième invitée est Marie Carpentier, professeure Marie Carpentier. Marie est professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM, co-chercheure de COMRAD,
Ses intérêts de recherche portent notamment sur la justiciabilité des droits économiques et sociaux, en particulier le droit à la santé, mais aussi sur le droit du travail, le droit administratif et l'interprétation des lois. Marie Carpentier a œuvré pendant une quinzaine d'années à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, ainsi qu'à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Merci Marie d'être présente aujourd'hui, c'est très apprécié. Alors Marie, pour toi, j'ai une question également pour que l'on puisse mieux te connaître d'entrée de jeu. Pourquoi, Marie, as-tu décidé d'opter pour la recherche sur les droits économiques et sociaux, toi qui as eu vaste carrière avant d'arriver à l'UQAM? Pourquoi avoir opté pour la recherche sur ces droits en particulier? Merci de l'invitation. Je suis très contente d'être ici pour discuter des droits économiques et sociaux. Prolonger, je dirais, notre conversation à trois, qui n'est pas une conversation nouvelle. Pourquoi avoir opté pour la recherche sur les droits économiques et sociaux? En fait, c'est le droit à la santé à l'origine qui m'intéressait. Alors, les questions de recherche que je croisais, notamment la question de la brevetabilité dans le domaine pharmaceutique, la question aussi, mes travaux à la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité du travail, me ramenaient souvent à des considérations du droit à la santé, un droit pour lequel le Canada, le Québec se sont engagés à plusieurs reprises sur la scène internationale, mais qui semblait générer peu de contraintes pour le législateur. Alors, je me suis interrogée sur... J'ai voulu comprendre pourquoi ça générait si peu d'obligations pour le législateur, ou du moins considérait-il qu'il avait si peu d'obligations à cet égard-là, et de comprendre comment on pouvait l'amener à réfléchir à une plus grande mise en œuvre de ce droit-là. Alors maintenant que nous sommes bien prêtes à entamer la discussion, j'ai envie de lancer la première question à Lucie. Et j'aimerais, pour débuter, Lucie, que tu nous expliques davantage ce que sont les droits économiques, sociaux et culturels. Vaste programme historique en tout cas. Il y a deux façons d'aborder la question, je pense, mais sans doute y en a-t-il bien plus que deux, mais en voici deux, où on prend l'approche énumérative. C'est-à-dire que, voici, parce que c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liste d'épiceries, et je le dis sans aucun cynisme, que sont les desks, où on regarde un peu plus loin dans le rétroviseur, ce que je suis tentée de faire. Mais si je divague, vous saurez me ramener à l'ordre. L'histoire commence pas avec la Déclaration universelle des droits de l'homme lorsqu'il s'agit des desks. Je pense qu'elle commence, eu égard certainement aux sociétés du Nord et aux États industriels, au 19e siècle, quelque part dans les premiers travaux des ergonomes du travail, des sociologues du travail. Il y a des images fortes, le travail des enfants dans la manufacture, les fausses couches à répétition, le travail de nuit des femmes, l'horribilité des accidents de travail en général. Et là, il y a un pape qui s'appelle Léon XIII. Alors, j'ai bien dit 13, et qui sent la chaleur un peu. Un Marx qui s'active sur le territoire européen, ça le gêne assez, et qui cherche, entre le Capital et Marx, un compromis. Et c'est vraiment peut-être la première trace contemporaine au sens d'une trace laissée dans les États industrialisés des droits économiques et sociaux. Et c'est chapeauté finalement par deux ou trois principes généraux. Premièrement, la justice sociale, dont on parle beaucoup aujourd'hui et qu'on apprête un petit peu à toutes les sauces. Cette idée qu'on ne traite pas les ouvriers, alors c'est les ouvriers à l'époque, c'est pas toute personne, mais on ne traite pas les ouvriers comme des bêtes ou des marchandises, et dans la bonne philosophie chrétienne, que toute personne a droit à la dignité et à la sécurité humaine. Donc, c'est comme s'il fallait voir le film
pour comprendre l'intense légitimité des droits économiques et sociaux et répondre à la question que sont-ils. Quand on voit le film et on le voit dans une perspective historique, c'est plus facile ensuite de servir la liste d'épicerie. Mais cette liste d'épicerie, elle est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je crois qu'on y reviendra. Merci, Lucie. Donc, tu abordes le contexte historique de l'introduction des desks à titre de, de prélude à la reconnaissance de droits. Est-ce que maintenant, si on jette notre regard sur l'histoire de la Charte des droits et libertés de la personne, est-ce que tu peux nous brosser le contexte historique de l'introduction de ces droits dans notre Charte québécoise? Oui, alors là, c'est sûr que c'est une filiation plus contemporaine et qu'à eu égard à la Charte québécoise, je pense que c'est opportun d'évoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quelque chose de très intéressant au sujet de cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui, elle, avant la lettre, promeut le principe de l'interdépendance de tous les droits humains, autant les libertés fondamentales que les droits civils, que les droits économiques et sociaux. Je trouve que c'est peut-être pas assez souvent répété, mais surtout est souvent cantonnée ou décrite par une certaine littérature comme, d'une part, une bonne nouvelle, c'est-à-dire le dégagement, la renonciation à jamais. Évidemment, on peut pleurer devant ce qui se passe dans notre monde contemporain, mais l'intention, c'est vraiment de camper le plus jamais des violations intensives et systématiques de droits humains. Et on a toujours dit, ah oui, mais ça, c'était un truc en 48, mais avec le temps, s'est installée la guerre froide et puis c'est devenu, sur le plan de l'adoption des traités qui suivront, une espèce de compromis entre l'Est et l'Ouest. Je pense que c'est un peu un raccourci. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là, un compromis entre l'Est et l'Ouest? Que bien sûr, à l'Ouest, on allait célébrer l'économie de marché, la liberté individuelle et qu'à l'Est, on allait brandir le drapeau des droits collectifs et que, par définition, les droits collectifs, c'était la santé, l'éducation, le travail. On sait aujourd'hui que c'est un peu caricatural tout ça, mais surtout, la Charte est aussi ancrée, pour revenir à notre mouton bien-aimé, qui est la Charte québécoise, elle est ancrée dans les deux traités qui ont suivi la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, eux, font des nuances un peu particulières en privilégiant jusqu'à un certain point la robustesse des droits civils et politiques sur ceux des droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le pacte, l'autre pacte. On dit toujours, d'ailleurs, c'est très significatif, l'autre pacte, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, par rapport au pacte sur les droits civils et politiques. On aura l'occasion de peut-être comparer l'un et l'autre pacte. Mais là, on est dans les années 60 et donc ils sont adoptés dans les années 60, puis ils vont entrer en vigueur juste après que notre Charte québécoise. Donc, c'est sûr que la filiation directe de la Charte québécoise, ce sont les pactes. Le pacte sur les droits civils et politiques et économiques, sociaux et culturels. Alors, des esprits chagrins tendent à nous dire que, oh oui, mais à l'échelle internationale, ce pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, c'était la grande victoire des communistes ou de l'Est, d'autant que la formulation est un peu moins musclée, eu égard à l'obligation des États de garantir les droits que dans le cas des droits civils et politiques. Eh bien, moi, je m'inscris en faux contre cette théorie et je prends un article du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels pour illustrer ma dissidence. C'est l'article 11. Alors, il y a quand même là des mots extrêmement contemporains dans l'article 11 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels qui dit une affaire qui a l'air tellement évidente
que les États reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même, sa famille. Et là, il y a une petite virgule, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant. Il faut savoir que ces trois particules ou attributs, ça vient pas du tout de l'Est, ça vient du Sud, S majuscule. C'est l'action concertée de l'Inde, du Liban, de l'Égypte, qui, eux, vivaient durement une décolonisation qui avait des aspects à la fois jubilatoires, mais aussi privatifs et violents pour certains ménages, certaines populations. Donc, on est déjà ailleurs quand arrive l'adoption de ce pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels qu'on aime bien appeler, d'écrire de l'acronyme du PIDESC. Et c'est comme si on n'avait pas assez, et je ne fais pas de reproche à l'histoire québécoise, mais on n'avait peut-être pas assez réfléchi au fait que les pactes, que l'interdépendance des droits, ça n'est pas qu'une affaire de querelle entre l'Est et l'Ouest ou entre, je ne sais pas moi, Staline, Roosevelt et Churchill, et que une ou deux décennies plus tard est arrivé à la table ce grand Sud qui savait très bien ce qu'est un droit économique, social et culturel, la grande famine de l'Inde étant l'exemple des exemples. Donc, on a soufflé le chaud et le froid dans la Charte québécoise. Oui, et c'est tout à notre honneur, un chapitre énonce certaines garanties de droits sociaux, économiques, mais je ne suis pas certaine qu'on l'ait fait avec conviction parce que je ne suis pas certaine qu'on ait cru ou assez débattu dans le contexte québécois de l'idée que toute personne a droit à quelque chose qui est essentiel à sa sécurité physique, matérielle, sa dignité, que ça faisait sens et que ce n'était pas une menace pour l'État. Et là, sur cette ambiguïté, on a commencé à s'encombrer les pinceaux un petit peu avec l'idée que les droits, en général, les droits humains, il ne faut pas que ça coûte trop cher à l'État quand même. Alors, c'est bien mignon de les reconnaître, mais ce qui est essentiel, c'est les politiques publiques, les décisions politiques, et non pas une facture qui viendrait de droit à quelque chose. On a plaidé l'incertitude, l'imprécision, toutes sortes de trucs, mais au fond, pour attacher ce chapitre 4 de la Charte québécoise aux droits économiques et sociaux et à son histoire, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, c'était, je le répète, le moment au Québec du formidable déploiement, et je choisis mon adjectif. Je pense qu'il faut être fier de cette époque. On a perdu quelques plumes depuis, mais il faut célébrer ce déploiement de l'État social ou providence à la québécoise. Et on s'est dit, et subséquemment, ici et là, on a entendu certains ministres le répéter sous divers gouvernements, nous, on est au-dessus de la mêlée. Bon, nous, on n'a pas besoin de ça. Les droits économiques et sociaux, c'est la loi qui compte parce que la loi, c'est l'expression de notre projet social. Je pense que ça joue fort, encore aujourd'hui, dans la psyché québécoise. Et deuxièmement, une confusion dont je me souviens, c'est celle des droits collectifs et des droits individuels. Et Dieu sait que c'est pertinent dans le contexte actuel. On avait cette idée qu'un choix politique collectif, qu'une mise en œuvre collective de quelque chose qui, à la fin du jour, va assurer pas la sécurité d'un être abstrait, mais la sécurité d'une personne dans toutes ses identités, que ça, c'était des droits collectifs. Ce ne sont pas des droits collectifs. Les droits économiques et sociaux sont des droits individuels dont les modes de mise en œuvre sont variés et peuvent mobiliser des opérateurs collectifs. Hein? Exemple, Retraite Québec, c'est un opérateur collectif. On y contribue tous. Ça ne fait pas de mon droit à la retraite un droit collectif. Et je pense que de cette décennie,
c'est ce que j'appelle souffler le chaud et le froid. C'est resté. C'est resté dans notre imaginaire collectif. Et je pense que tout le monde est de bonne foi. J'ai pas l'esprit chagrin, mais je pense on n'a pas encore les idées très claires sur ce que sont des droits collectifs. Les droits économiques et sociaux ne sont pas des droits collectifs. J'ai un autre point, mais je peux arrêter ou poursuivre. C'est comme tu décides, Christine, concernant le fait que je pense que le Québec est resté assis entre deux chaises avec ce chapitre 4 de la Charte québécoise. C'est qu'il était étonnamment plus près du modèle britannique que du modèle continentaliste européen dans sa compréhension des droits économiques et sociaux. Peut-être que le fait que le Canada ait aussi eu ce projet d'un État-providence et que, par définition, il y a eu beaucoup de proximité entre le Canada et le Québec à cet égard, quel que soit notre positionnement politique. C'est comme si on avait été naturellement enclin vers le silence du constitutionnalisme britannique. Puis on avait dit, ben, on va les reconnaître, mais pas vraiment. On pourra revenir là-dessus. Alors que l'Europe, elle, déploie de manière accélérée toute une panoplie d'outils. Je parle du début des années 60, début des années 70. On est avant les grands traités de l'Union européenne. Là. Je ne parle pas du droit européen. Et par exemple, a aucune difficulté à adopter un traité régional qui s'appelle la Charte sociale européenne et qui est extrêmement bavarde, presque autant que la Constitution mexicaine, dans sa reconnaissance de toute une troïka de droits économiques et sociaux. Et on est resté un peu assis entre les deux chaises. Et on est resté, et on est toujours dans cette inconfortable position, de sorte qu'on a à la fois un peu perdu de vue l'écho que l'on souhaitait d'un droit international qui positionnait assez bien le Québec, eu égard aux deux pactes, mais pas trop quand même, parce que notre construction de l'État-providence, lui, est très inspiré par Beveridge et par les Britanniques. Donc, un petit problème de personnalité, je pense. Donc, Lucie, tu nous as bien permis de mettre en perspective donc l'émergence de cette charte québécoise, l'intégration d'un chapitre 4 qui intègre les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la construction de l'État-providence. Est-ce que tu souhaiterais aborder peut-être certains régimes qui se créent à l'époque au Québec de manière concomitante? Ils se sont créés, ils sont toujours très, très importants hein, pour les Québécois. Pas toujours au bénéfice de toute personne, mais très important pour les Québécois. Est-ce qu'on a assez parlé de l'assurance maladie dans les dernières années? On a réformé Retraite Québec en 2019. C'est un régime des années 60. L'école publique, ou ce qu'il en reste, mais elle fut publique après avoir été confessionnelle. Les grands chantiers de logement qui ont vraiment connu une croissance de l'après-guerre à la décennie de l'austérité des années 90 et on se mord sévèrement les doigts aujourd'hui de les avoir laissés en déshérence depuis l'arrivée du 21e siècle. On pourrait poursuivre avec des législations plus spécifiques tous les régimes d'assurance historiquement, l'IVAC, la protection du consommateur, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, les accidents de travail qu'on a sérieusement rénovés et mis au goût de la modernité dans les années 70. Ce sont d'énormes régimes et tout s'est mis en place à ce moment-là. Et très souvent, on va parler de l'État social, des législations sociales. C'est le vocabulaire courant. On ne sent pas le besoin,
à l'époque. Je suis certaine qu'il y a des opinions variées sur cette question précise. Ce n'est pas le goût du jour que d'associer cet important déploiement de législation sociale aux droits humains. Ce qui fait que, implicitement, on doit se dire, ben, je pense que ça va de soi et que progressivement, le paysage social s'améliore. Alors, finalement, c'est pas si grave, hein, qu'il ait l'allure qu'il ait, ce chapitre 4 de la Charte québécoise. Tout à fait. Donc, la construction de l'État-providence, l'intégration de ce chapitre 4 dans la Charte québécoise. Et donc, Marie, je me tourne vers toi maintenant parce que j'aimerais que tu nous parles un peu de la particularité de ces droits, justement, qui sont reconnus dans la Charte québécoise. Quels sont leurs signes distinctifs? Hmm. Leur signe ostentatoire, on pourrait dire. Ben merci. Moi, j'apprends plein de choses aujourd'hui dans cette conversation-là. Je trouve que les éléments qui sont amenés par Lucie sont extrêmement intéressants. Je persiste à penser, par contre, qu'il y a quand même, et je trouve ça vraiment passionnant, cette idée-là d'éloigner la construction des droits économiques et sociaux de la guerre froide, des notions de la guerre froide, mais n'empêche que historiquement, il y avait quand même cet enjeu-là qui était sous-jacent. Donc, il y avait une crainte de la part des rédacteurs des pactes que si on liait à la fois les droits économiques et sociaux et les droits civils et politiques dans le même outil, on ne réussirait pas à obtenir assez d'adhésion pour avoir un pacte qui réussirait à rentrer en vigueur. Parce que là, on était vraiment dans... Il faut penser au contexte de la chasse aux sorcières où on accusait de façon d'hybrider les gens d'être communistes puis de chercher à lutter contre le capitalisme. Alors, je pense que les pragmatiques qui étaient présents à l'ONU, on a essayé, si je ne me trompe pas, pendant quelques années, de conclure un seul pacte qui donnerait suite à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que cette voie-là était, à l'époque, allait potentiellement porter à échec. Donc, on a séparé les deux catégories de droits pour essayer d'obtenir le plus d'adhésion possible à chacun des pactes. Je pense que c'était ça l'objectif de séparer les deux. Puis ensuite, il y a eu Vienne, une fois, quelques années après la chute du mur de Berlin, d'ailleurs, où là, on est revenu avec l'interdépendance des droits humains. On a reposé. Donc, moi, je vois quand même une certaine corrélation historique là, entre la volonté de défaire et de rejoindre ensuite et de renouer ensuite entre les deux pactes. Par rapport à la Charte québécoise, je trouve ça, cette idée-là de les placer historiquement puis de faire le parallèle entre le développement de notre État social puis les structures de notre État social, mais ça explique aussi, je dirais, la volonté ou je dirais j'oserais dire presque la facilité avec laquelle le législateur a accepté d'introduire ces droits-là dans les chartes, dans notre charte québécoise, parce que c'était l'idée que, de toute façon, on l'offrait déjà. Ce qui était reconnu dans le chapitre 4, on l'offrait déjà comme nation, on s'en était déjà doté. Donc, c'est un peu, on confirmait un état de fait. Donc, on était moins inquiets. Mais par contre, pour s'assurer que ça ne donnerait pas trop, ou en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'on a voulu rassurer aussi, puis on a voulu comme modérer nos ardeurs un peu. Alors, on leur a donné un statut un peu particulier. Notamment, on les a privés de la préséance qui existe à l'égard des autres droits qui sont garantis dans la Charte. C'est-à-dire qu'on donne une préséance légale aux autres droits. Là, cette préséance-là, on a cette conversation-là au moment où les audiences sur le projet de constitution québécoise ont lieu. Donc, il faudra voir ce qui va advenir de cette préséance-là. Mais en tout cas, au moment de nos réflexions, il y a une préséance des articles 1 à 38, mais qui n'a pas été étendue au chapitre des droits économiques et sociaux. Donc, ça leur donne un statut un peu différent de celui des autres. Ces droits-là aussi, dans la rédaction de la Charte, comportent des limites intrinsèques, c'est-à-dire que pratiquement chaque fois,
on implique qu'il existe un droit dans les limites prévues par la loi. Alors, les tribunaux n'ont pas fini de débrouiller ce que ça voulait signifier. C'est comme si on confirmait ce qui existait. C'est comme si on avait voulu donner, mais pas au complet. On confirme ce qui existe, on confirme un principe, mais sans donner, de mon point de vue, le plein pouvoir au droit qu'on accorde. On limite par le cadre juridique qui existe, qui, lui, est manipulable, mais on le sait maintenant, de toute façon, c'est le cas aussi de la Charte, mais par simple loi ordinaire. Donc, on vient donner la géométrie du droit qu'on accorde, on vient limiter l'espace qu'il peut prendre. Puis, par contre, ces deux limites-là sont compensées, à mon avis, par la possibilité de mobiliser les droits économiques et sociaux par la voie des autres droits, en fait. Donc, bien évidemment, le droit à l'égalité dans la Charte québécoise, sa mise en œuvre commande qu'on recourt à d'autres droits, qu'on établisse d'une part une distinction, exclusion, une préférence qui est fondée sur un motif de discrimination et qui vient compromettre un des autres droits qui est énoncé à la Charte. Et il peut s'agir d'un droit économique et social. Donc, de cette façon-là, on vient donner une puissance aux droits économiques et sociaux, mais en même temps, on la ralentit un peu, cette puissance-là, parce qu'on oblige le demandeur à s'inscrire dans une dynamique de discrimination. Donc, on l'oblige à s'identifier à un motif de discrimination, puis on vient donc limiter sa possibilité de revendication. Pour certains groupes, ça devient plus difficile de revendiquer le droit à un niveau de vie suffisant, par exemple. Une autre façon, ensuite, on identifie, puis moi, mon dada étant le droit à la santé, bien, lui, il peut être mis en œuvre de façon... Il a été mis en œuvre de façon plus convaincante, je dirais, par l'article 1er qui traite de vie, de sûreté, etc. Donc, il y a d'autres façons aussi de mettre en œuvre les droits économiques et sociaux. C'est le cas aussi, là, on est dans le contexte de la Charte québécoise. La Charte canadienne même permet, en invoquant la vie, les dispositions de l'article 7, permet, dans certaines circonstances, de mettre en œuvre des considérations qui ont trait aux droits économiques et sociaux. Puis c'est le cas à l'échelle internationale aussi. Un cas qui concernait le droit à la santé, par exemple, l'affaire Toussaint, qui a été portée devant les instances internationales, bien, elle a été portée devant le Comité des droits de l'homme qui, lui, tranche les questions de droits civils et politiques et non les questions de droits économiques et sociaux. Donc, la justiciabilité, ce qu'on peut appeler la justiciabilité oblique, a quand même un certain degré d'effectivité. Ce n'est pas nécessairement le degré le plus satisfaisant, là, mais c'est quand même un degré qui permet une certaine mise en œuvre des droits économiques et sociaux tels qu'ils sont inscrits dans la Charte. Donc, c'est intéressant ce que vous mettez de l'avant toutes les deux dans l'idée que cette Charte québécoise, dans le fond, au moment de son entrée en vigueur, au moment de son adoption, elle reconnaissait des droits de la nature, des droits économiques, sociaux et culturels qui, finalement, existaient déjà dans le tissu législatif québécois. Et donc, le législateur avait un certain niveau de confort à intégrer le chapitre 4 dans sa Charte québécoise. On pourrait d'ailleurs s'interroger si c'est toujours la même chose aujourd'hui face au recul de l'État social, comme le qualifiait tout à l'heure Lucie. Mais sans entrer dans ce programme qui, en soi, pourrait aisément constituer le thème d'un autre balado, j'aimerais qu'on revienne à la manière dont ces droits sont énoncés, notamment dans l'ordre international. Et Lucie, je voudrais te demander de manière assez simple, qu'est-ce que ça veut dire les mots « toute personne a droit à ». Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Toute personne a droit. Toute personne a droit à. Alors, premièrement, toute personne. Toute personne, c'est la révolution de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas le seul citoyen, le seul résident,
le seul parent, le seul enfant, le seul vieillard ou la seule mère, toute personne. En ce 21e siècle, je pense qu'on prend plus conscience de l'infinie valeur sur le plan de la dignité humaine de ce toute personne. Pour moi, c'est le principal marqueur. Maintenant, toute personne a droit à. Alors, toute personne a droit à, c'est pas toute personne a droit à tous ses caprices, parce que toute personne a droit à, c'est rattaché aux valeurs intrinsèques d'un humain, la sécurité, la sûreté, la vie, la dignité. Bon, donc, c'est comme un triptyque, là. Toute personne a droit à ses droits économiques, sociaux. Il y a une finalité. Et quelles sont les composantes de cette finalité? Alors, ça m'avait beaucoup frappé au début des années 2000 lors de l'Assemblée du millénaire, quand le prix Nobel d'économie Amartya Sen avait fait la promotion de sa théorie des capabilités. Quoi qu'on en pense, il disait quelque chose d'assez simple finalement. Se nourrir, s'éduquer et vivre à l'abri, en traduction contemporaine, peut-être parlerait-on des aléas ou des changements climatiques, c'est absolument essentiel pour un humain. C'est fou. C'est comme si on n'y avait pas pensé avant. Donc, toute personne a droit au moins à cela, au sens d'un noyau dur, quelque chose d'incompressible, lorsqu'il s'agit des droits économiques et sociaux. Ça, c'est un peu la première proposition. Et comme on est au Québec et on parle de la Charte québécoise, je pense que la question québécoise, de droit québécois que ça soulève, c'est qui a les mains sur le volant, pour reprendre une expression tellement connue chez nous, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le législateur qui dit « c'est moi la mesure de tes droits » ou c'est le législateur qui dit « oh là là, je suis lié par une certaine compréhension internationale de ce que ça veut dire toute personne a droit » et donc, quand je dispose d'une politique publique, il y a un certain nombre de variables que je dois considérer. Est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Est-ce que c'est adapté aux besoins de tout le monde et de toutes les communautés? Est-ce que c'est abordable? Imaginez qu'aujourd'hui, en 2026, le législateur doive répondre à la question de savoir si le logement est abordable au Québec. La question serait un peu dévastatrice sur le plan politique. Donc, toute personne a droit à. Restons-en aux composantes simples ou simplifiées des droits économiques et sociaux. Le logement, l'alimentation, la santé et, appelons ça, l'environnement sain. Le droit au travail, hein? Les conditions de travail justes et raisonnables. C'est pas si loin du chapitre 4, mais c'est juste assez loin de ce chapitre 4 de la Charte québécoise pour poser des difficultés de déclinaison. Et c'est pour ça qu'en 2003, Marie me corrigera, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait publié un très important document qui célébrait les 25 ans de la Charte québécoise et qui demandait que ce chapitre 4, alors qu'on était passé du développement du social au recul et à l'austérité, soit renforcé, soit musclé pour qu'au moins, d'ailleurs, il parlait dans le rapport du noyau dur, qu'au moins l'essentiel de chaque droit économique et social ne puisse être soumis aux arbitraires de la seule délibération politique. Parce qu'on voyait bien ce que ça donnait et on le voit encore plus aujourd'hui. Donc, toute personne, j'insiste, toute personne a droit à. C'est pas votre opinion et la mienne. Je vous adore, chers collègues, mais c'est pas votre opinion et la mienne. C'est vraiment, il y a des marqueurs de ce qui est essentiel. Il y a des marqueurs de ce qui constitue une progressivité ou une régressivité. Et c'est ça le problème contemporain, c'est que le législateur dit c'est moi qui le sais, j'ai mes modes de consultation, j'ai mes objectifs législatifs, et il n'y a pas d'espace dans la Charte,
il n'y a pas d'espace constitutionnalisé pour la valeur fondamentale des marqueurs de certains droits économiques et sociaux. À l'époque, le bilan insistait beaucoup, je crois, sur logement, santé, parce qu'on commençait à comprendre ce que ça voulait dire, le recul des législations sociales. Donc, toute personne a droit à, il me semble que ça ouvre la porte sur 2 enjeux. Le premier, c'est le rôle des tribunaux à titre de contre-pouvoir. Et l'autre, c'est les contraintes, je dirais, j'utilise l'expression poliment, les contraintes sur le législateur de la reconnaissance des droits économiques et sociaux, qui finalement sont peut-être plus des contraintes méthodologiques que des contraintes absolues. Il faut quand même se dire que les États qui ont enchâssé les droits économiques et sociaux n'ont subi ni la révolution échevelée, ni la faillite économique. Hein? On oublie ça. Est-ce que la reconnaissance de Right to Food en Inde a mené l'Inde à la faillite? Au contraire, c'était d'ailleurs le grand cheval de bataille d'Amartya Sen. La France a subi pendant des années les foudres du Comité européen des droits sociaux concernant l'assurance maladie, appelons-la de base ou universelle, s'est finalement conformé aux nombreux appels. Il ne s'agit pas de décisions judiciaires, mais bien de recommandations. Et je ne pense pas que ce soit ce qui actuellement fout la pagaille en France. Donc, il y a une volonté dialogique qui est presque nécessaire au déploiement de toute personne à droit. Et j'ajoute au moins, avec des pincettes, des guillemets, des gants blancs, mais au moins à la satisfaction de ses besoins essentiels, qui est un peu l'autre façon de nommer les droits économiques et sociaux. La partie 2 du balado suit dans le prochain épisode. C'était IDES, le balado des idées sur les droits économiques et sociaux de Comrade, la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux. Ce balado s'inscrit dans la programmation de recherche de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.